Donc, Kiev, nous y retournons dans un instant. Retrouver Ulysse Gosset, mais Amandine Atalaya, on a en tête ce qu'ont dit les dirigeants d'une même voix. Le président Macron, bien sûr, en tête. L'Europe est aux côtés de l'Ukraine. Elle va être aidée de manière diplomatique, notamment en accélérant en quelque sorte son processus d'adhésion. Oui, et c'est un pas fondamental qui a été franchi parce que c'était une demande de Volodymyr Zelensky répétée, longue, et il y avait une forme de réticence assez marquée jusque-là, de l'Allemagne notamment, de la France aussi, et donc ça semblait compliqué à mettre en œuvre. Et le président Zelensky avait déjà dit qu'il était prêt à renoncer à une adhésion à l'OTAN, ça, de fait, c'était acté. En revanche, il refusait de renoncer à obtenir un statut de candidat formel pour l'adhésion à l'Union européenne. Et ce qui est très marquant aussi aujourd'hui, c'est ce changement de ton de Volodymyr Zelensky vis-à-vis du président Macron. C'est-à-dire que l'amertume qu'on avait pu saisir entre les deux hommes récemment, après diverses déclarations d'Emmanuel Macron, semble éteinte. Ce voyage aura au moins réussi à apaiser les liens entre les deux hommes, puisque Volodymyr Zelensky a dit de façon très répétée qu'il était satisfait et qu'il y voyait vraiment un geste important de la part de l'Union européenne. Reste à aller jusqu'au bout, puisque maintenant il faudra en effet une unanimité des Européens lors du Conseil européen. Et on peut rappeler que jusque-là, il y avait eu plusieurs déclarations de la France qui avaient choqué Volodymyr Zelensky, que ce soit le ministre de l'Europe chargé de l'Europe, Clément Beaune, qui avait dit qu'il faudrait 15 à 20 ans pour une adhésion de l'Ukraine, ce qui avait été perçu comme une vexation. Le fait qu'Emmanuel Macron ait parlé auparavant d'une communauté politique à laquelle il voulait associer l'Ukraine vis-à-vis de l'Europe, là aussi, ça avait été perçu comme une maladresse de la part des Ukrainiens. Donc tout cela, au moment où nous nous parlons, semble effacé. Plus de maladresse, tout est effacé. Tout est pardonné. La journée du président Macron n'est pas terminée. On devrait assister dans un instant en direct sur BFM TV à une déambulation d'Emmanuel Macron avec son homologue ukrainien. Ça sera bien sûr à suivre. Pierre Lorrain, c'est une journée historique. On peut la qualifier d'historique ou pas? On peut la qualifier d'historique comme on peut qualifier d'historique toutes les journées qui ont précédé depuis le déclenchement de la guerre. Ce qui est nouveau, c'est que visiblement, les trois mauvais membres de l'Union européenne qui étaient soupçonnés de sympathie à l'égard de la Russie, c'est-à-dire l'Italie, l'Allemagne et la France, eh bien là, elles ont fait amende honorable ensemble et elles ont manifesté leur soutien indéfectible à l'égard de l'Ukraine. Donc, ce malentendu-là est passé. Mais d'un autre côté, ce qu'il faut remarquer, c'est que cette volonté de faire acter la candidature de l'Ukraine tout de suite, immédiatement, elle ne change strictement rien. Ce sont des paroles en l'air. Jusqu'à présent, on savait très bien que l'adhésion serait étudiée en temps et en heure et qu'il y aurait un processus. Et là, ça ne change rien. Il y a toujours le processus. Simplement, au lieu d'être candidate dans 6 mois, l'Ukraine sera candidate après-demain. Mais le processus, la feuille de route, elle durera bien au minimum une quinzaine d'années, si ce n'est 30. Et là, rien n'a changé, vraiment rien. C'est-à-dire que là, nous sommes purement dans le déclaratif, comme précédemment et comme certainement demain et après-demain, et tant que les négociations réelles ne seront pas entamées. Alors, c'est un débat, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, mais il y a surtout une guerre qui se poursuit. Il y a peut-être même un petit décalage. Là, on parle d'adhésion, mais la guerre, les combats se poursuivent dans le Donbass, les Russes continuent leur avancée. Est-ce que cette visite du président Macron et de ses homologues européens va changer quoi que ce soit dans le déroulement de la guerre? C'est pas la visite qui va changer le déroulement de la guerre, ce sont les livraisons d'armes. Si elles suivent, et si elles arrivent à temps, et si elles sont efficaces. Notamment les canons César, les 6 supplémentaires. Exactement. Il y a également les trains de sanctions supplémentaires qui peuvent être prises au niveau européen contre la Russie. L'Europe a encore, dans son arsenal de sanctions, des possibilités. Ce qui peut aussi faire évoluer le front de la guerre, c'est le règlement du problème des céréales. Parce que cette guerre bloquant des exportations de céréales crée un trouble mondial, une peur d'une
pénurie généralisée, de famine et donc de troubles politiques lancé à la Russie pour lever le blocage sur les céréales. Donc il y a un autre terrain de négociation. Il y avait le terrain militaire, arrêtez vos hostilités. Il y avait le terrain économique des sanctions infligées à la Russie. Il y a maintenant la négociation sur les céréales, avec là un jeu de contre-vérité et de vérité qui s'affrontent, puisque chacun accuse l'autre en fait de bloquer cette exportation. Ce qui va changer quand même, c'est que l'un des objectifs, l'une des raisons de Vladimir Poutine pour se dresser contre l'Ukraine depuis 2014, c'était la tentation de l'Ukraine, la volonté de l'Ukraine d'aller vers l'OTAN et d'aller vers l'Union européenne. En acceptant d'ouvrir le dossier de candidature officielle de l'Ukraine, même si en effet la perspective est lointaine, eh bien ça inflige une défaite diplomatique et philosophique à Vladimir Poutine. Tout comme l'entrée dans l'OTAN de pays qui jadis voulaient veiller à leur neutralité, on pense à la Finlande notamment, eh bien, était un échec aussi. Vladimir Poutine est en train de perdre à long terme ce qu'il espérait garantir par une victoire à court terme. Il a perdu la bataille de la communication. On a d'ailleurs commenté cet hologramme qui est un des avatars de Zelensky. Depuis le 24 février, la Russie n'a pas empêché l'Ukraine et ses dirigeants de communiquer, jamais. L'Ukraine n'a jamais été coupée du monde. Et Zelensky, sur tous les théâtres de communication possibles, a utilisé. Il est devenu la star. Dans un monde, dans un 21e siècle, où ça compte, puisque les opinions, le poids des opinions sur leur gouvernement est dû aussi à cela. Vous voyez, que ce soit sur le diplomatique, le long terme, la conception géopolitique de notre continent ou le médiatique, Vladimir Poutine est en échec. Pierre Leroy. L'OTAN était un casus belli. Mais l'Union européenne, non. C'est-à-dire l'Union européenne, pour la Russie, c'est indifférent. Que l'Ukraine fasse partie ou non, ça ne change rien, de la même manière que les pays baltes font partie de l'Union européenne et que ça n'a rien changé. On se retrouve dans un instant pour commenter cette visite, ces annonces à propos de l'adhésion, ou tout du moins du statut accéléré peut-être de candidat pour Kiev. Nous serons à Kiev dans un instant avec Ulysse Gosset pour continuer d'en discuter avec nous. C'est donc un message clair qui a été envoyé aujourd'hui de Kiev, à la fois au président Zelensky, au peuple ukrainien, mais aussi à Moscou, à savoir qu'aujourd'hui, l'Europe, les dirigeants qui étaient sur place, ont affiché de nouveau un soutien fort, indéfectible à l'Ukraine. On écoute le message d'ailleurs délivré par le président de la République, le président Macron, qui est président en exercice de l'Union européenne jusqu'à la fin du mois de juin. Tous les quatre, à Kiev, nous exprimons le salut fraternel des peuples européens à un peuple libre et souverain, dont l'héroïsme face à l'agression armée de la Russie force l'admiration, nourrit le respect et exige un clair soutien. Ce soutien, vous l'avez, Monsieur le Président, vous le savez. Vous pouvez compter sur nous. L'Ukraine peut compter sur nous. L'Europe, dès le premier jour de cette guerre, a su choisir avec clarté son camp, celui d'une Ukraine libre et souveraine. Cette visite inédite du président Macron n'est pas terminée à Kiev. Dans quelques instants, une déambulation dans les rues de la capitale ukrainienne est prévue avec le président Zelensky. On suivra bien sûr tout cela en direct. Et le président Macron qui reprendra son train pour la Pologne et regagner ensuite la France. Rappelons que tout a commencé ce matin, l'arrivée en gare de Kiev, qu'on a suivi en direct sur BFM TV avec Ulysse Gosset qui était à bord de ce train. Cette conférence de presse qu'on n'a pas pu diffuser en direct pour des raisons de sécurité. Et Jérôme Poirot, je me tourne vers vous. Organiser un tel voyage avec, il n'y a pas qu'un seul chef d'État, hein, puisqu'il y a aussi le chancelier allemand, le président du Conseil italien. Ça doit être un casse-tête considérable. C'est beaucoup de travail, mais des pays comme la France, comme l'Allemagne ont une expérience dans ce domaine-là. En fait, pour quelque chose d'aussi sensible que ça, vous avez deux options. Soit tout reste secret pour que, si on craint une attaque russe, pour dire les choses très simplement, soit au contraire, je pense que c'est ce qui a été fait, le Kremlin est mis au courant, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mesures de protection exceptionnelles. En gros, une bulle en permanence au-dessus du train pour garantir qu'il n'y ait aucun missile qui puisse pénétrer dans cette bulle, que tous les moyens sont mis en œuvre comme pour un sommet en fait de chefs d'État, un sommet du G7, vous avez des bulles, sauf que là la bulle, elle se déplace avec le train. Ouais. Donc je crois que évidemment le Kremlin. C'était étonnant parce que il y avait beaucoup de secrets sur l'arrivée à Kiev. Il y en aura forcément moins sur le départ. Oui, sur le départ. Quand il va partir. On peut. Et puis il y a une déambulation en pleine rue aussi. Oui, voilà, ça présente d'autres risques. On prête beaucoup d'attention, parfois machiavélique, au président Poutine. Oui. On a raison de là à penser qu'il
pourrait avoir en tête d'envoyer un missile pour tuer à la fois le président Zelensky et les 4 chefs d'État et de gouvernement? Non, bien entendu. En revanche, je pense que l'intérêt d'informer le Kremlin, c'est d'éviter qu'il puisse y avoir des initiatives d'officiers russes qui tirent sur un train sans savoir exactement ce qu'il était. Et donc ça nécessitait vraisemblablement une coopération, si ce n'est formelle, mais très étroite avec les Russes. Voilà, on va aller à Kiev retrouver en direct de la capitale ukrainienne Ulysse Gosset pour, avec Ulysse, justement, revenir sur le bilan de cette journée qui n'est pas terminée, puisqu'il y a la déambulation du président de la République, des autres chefs d'État et de gouvernement, mais au moins parler de ces phrases, de ces intentions que l'on a entendues, Ulysse Gosset. Oui, alors juste un mot pour vous dire que le président de la République a quitté le palais Mariinsky avec le président du Conseil italien et le chancelier Scholz. Ils sont tous retournés à leur hôtel et le président français va partir dans quelques instants vers l'ambassade de France où il va rencontrer les gendarmes français, les gendarmes et les magistrats qui s'occupent de l'enquête sur les crimes de guerre commis en Ukraine. Alors un mot sur la conférence de presse, ce qui a été frappant, ça a été le soutien unanime des 4 dirigeants européens à une candidature à l'Union européenne avec effet immédiat, à condition bien sûr qu'il y ait une validation lors du Conseil européen qui doit se tenir la semaine prochaine à Bruxelles. Alors, nous sommes actuellement donc sur la place Saint-Michel, au cœur de Kiev, et je suis avec l'ambassadeur de France, et je crois que effectivement, ce qui est important aujourd'hui, c'est peut-être de lui demander quelle est l'image forte qu'il retiendra de cette visite qui était tant attendue par les Ukrainiens, tant attendue parce qu'effectivement, on reprochait au président français de ne pas être venu plus tôt en Ukraine. Qu'est-ce que vous pouvez répondre, monsieur l'ambassadeur ? Je crois que le président Zelensky l'a dit lui-même, c'est un moment historique, puisqu'on avait quand même 4 États membres de l'Union européenne présents tous ensemble, dont notamment les 3 pays, les grands pays fondateurs, la France, l'Allemagne et l'Italie, plus la Roumanie, et que tous les 4 sont venus exprimer la solidarité du continent européen, de l'Union européenne avec l'Ukraine en guerre, et également le moment sans doute le plus fort, c'est cette annonce qu'ils défendront, ces 4 pays défendront l'octroi du statut de candidat à l'Ukraine lors du prochain Conseil européen. Ceci sera assorti d'une feuille de route qu'il reste évidemment à discuter. Il y a eu également la réaffirmation d'un soutien inconditionnel, ça veut dire notamment par les livraisons d'armes. La France va continuer à livrer des armes. Quelles armes vont arriver en Ukraine? Combien? Et également l'Allemagne a annoncé qu'elle fournirait des armes tant qu'il le faudrait à l'Ukraine. Oui, le président de la République a été très clair. Il a dit que le soutien français se poursuivrait, voire s'amplifierait. Et donc, il a annoncé lors de sa conférence de presse que 6 canons César supplémentaires seraient fournis à l'Ukraine. Ça en fait 12 plus 6, ça fait donc 18 canons César. 18, c'était une demande ukrainienne très précise. Vous savez que les Ukrainiens nous donnent des listes très précises de leurs besoins. Et 18, ça permet d'avoir, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, mais une unité d'artillerie complète. Donc ça permet d'épauler l'artillerie ukrainienne face au déluge de feu qui se produit actuellement dans le Donbass, c'est ça ? Absolument, parce que vous savez que ces canons ont un double avantage. D'abord, ils ont une portée plus élevée que l'artillerie soviétique, donc ça permet de tirer de plus loin, et donc évidemment c'est un avantage sur le terrain. Et surtout, ils se déplacent très vite, ça veut dire qu'une fois qu'ils ont tiré, ils peuvent se déplacer et donc ils ne deviennent plus une cible. Dernière question, monsieur l'ambassadeur. Le président va voir les gendarmes qui ont été envoyés par la France pour enquêter sur les crimes de guerre. Est-ce que leur mission va continuer et combien sont-ils aujourd'hui en Ukraine ? Alors leur mission va s'interrompre, c'est la deuxième équipe qui est présente, elle va s'interrompre à la fin du mois de juin parce qu'ils sont déjà là depuis 2 mois et c'est à d'autres de prendre le relais. Le président va leur demander justement le résultat de leurs travaux et il a aussi annoncé lors de sa conférence de presse que nous fournirions bientôt un laboratoire d'ADN. Pour l'instant, nous l'avions apporté à titre de démonstration et nous allons le donner. Dans quelques jours, il sera à Kiev et même il sera déployé à Kharkiv, m'a annoncé la procureure générale. Donc début juillet, il sera présent. Et donc c'est là aussi un signe fort de soutien.
Voilà, donc l'enquête sur les crimes de guerre en Ukraine va se poursuivre avec le soutien de la France. Un mot sur le programme du président. Après être allé à l'ambassade, il doit se promener, se déambuler, comme l'on dit, dans les rues de Kiev, peut-être à la rencontre de citoyens de la capitale ukrainienne, pour conclure ainsi son voyage avant de reprendre le train ce soir en direction de la Pologne. Et puis il s'envolera pour Paris demain matin. Voilà, déambulation que nous suivrons bien sûr en direct. Ulysse Gosset qui est à Kiev avec Joao Alencar pour BFM TV de cette journée. On a vu bien sûr le volet diplomatique, les prises de parole, l'assurance donnée au président Zelensky que le processus d'adhésion à l'Union européenne aurait un coup d'accélérateur. Mais de la journée, on retiendra aussi des images d'Irpin aujourd'hui où le président Macron, le chancelier Scholz sont allés à Irpin, cette ville qui a été bombardée. C'est aux portes de Kiev qui a été abondamment bombardés par les Russes, justement. Et ils ont été visiblement très marqués, parce qu'ils ont vu, Irpin témoigne de la violence de cette guerre, des crimes qui ont été commis. Kevin, vous êtes avec nous, Kevin Goldberg, et vous revenez d'Ukraine. Vous êtes, je rappelle, directeur général de l'ONG Solidarité Internationale. C'est important que les dirigeants européens se rendent sur les théâtres de guerre? Je crois en effet qu'il est très important que, au-delà et à côté du temps de la diplomatie, de l'échange politique, il y a aussi un vrai temps de prise de conscience de ce que c'est que de vivre cette guerre quand on est un simple civil, un simple citoyen. Et il y a un moment d'effroi, je crois, qu'on a pour toute personne qui se retrouve confrontée en face de ces immeubles, ces bâtiments, ces entrepôts qui ont été démolis par des missiles et l'artillerie. Aujourd'hui, cette guerre, c'est 15 millions de personnes qui sont touchées, affectées par le conflit. Ce sont 7 millions de personnes qui ont dû fuir leur foyer et qui ont dû retrouver un moyen de finalement subvenir à leurs propres besoins et à ceux de leur famille. Et cette ligne de front, elle fait 1200 kilomètres. Donc c'est une immense ligne de front qui ne s'est pas arrêtée. C'est une guerre qui dure. Et chaque jour, on a des nouvelles personnes qui sont obligées de fuir sous le feu de l'artillerie. Il est absolument essentiel qu'il y ait aussi des discussions qui continuent sur la diplomatie humanitaire. Il faut qu'il y ait plus de corridors d'accès. Il faut que les humanitaires aient la possibilité d'accéder aux personnes qui restent dans ces maisons parce qu'elles ne peuvent pas en partir. Qu'est-ce qui coince? Ce qui coince, c'est qu'on est dans une situation de guerre permanente. Il n'y a pas de négociation sur des moments qui permettraient de cesser le feu, qui permettraient aux acteurs humanitaires d'accéder, qui permettraient aux convois d'être plus réguliers pour que les gens puissent fuir ces zones de combat. Vous avez été sur place, je disais. Qu'est-ce qui vous a frappé? Que retenez-vous de votre voyage? Deux choses. On est dans un pays qui aujourd'hui est un pays assez contrasté. Vous avez une grande partie de l'Ukraine qui vit la guerre au sens où il y a des alarmes aériennes régulières, au sens où évidemment toute personne a une personne de sa famille qui est envoyée au front, mais qui vit relativement, entre guillemets, normalement au sens où les restaurants, les magasins sont ouverts, les gens vivent notamment à Kiev, dans l'ouest du pays. Et vous avez toute cette partie de l'Ukraine qui est plus proche de la ligne de front, dans laquelle pour le coup plus rien ne fonctionne comme avant. Les prix dans les magasins, quand ils restent ouverts, on fait x4. Les gens n'ont plus d'eau chez eux, donc il faut qu'ils puissent aller dans la rue, aller auprès des camions que nous mettons en place pour qu'ils puissent ensuite remplir des bidons, les ramener chez eux. Et les personnes qui sont restées les plus proches du front sont principalement des personnes âgées. Donc ce sont des gens pour qui ce n'est pas si facile d'aller chercher ces bidons d'eau, de les ramener chez eux. Donc on a ces deux réalités. C'est un pays aujourd'hui très contrasté et dans lequel il y a les besoins humanitaires sont plus grands que ce qu'on voit dans la plupart des crises parce que cette guerre est particulièrement intense. Mais je dois dire que évidemment, c'est aussi une crise qui a un impact immense sur le reste du monde. On a parlé tout à l'heure de la question des prix des céréales. Et évidemment, tout ça, c'est un risque de famine pour le reste de la planète. Oui, d'ailleurs, le président de la République a insisté sur cette question économique, cette question du blé, de faire en sorte qu'on puisse le plus possible limiter les impacts et que le blé puisse sortir. Il y a la volonté politique, ensuite il y a les contingences techniques. Quand bien même tout le monde le voudrait. Les abords du port d'Odessa sont minés par les Ukrainiens. Évidemment, c'est de la défense. Et ouvrir le blocus, ce serait à la fois demander aux navires russes de s'en aller, mais ce serait aussi demander aux Ukrainiens soit de déminer, soit de dire où sont leurs mines. Et ça, évidemment, c'est une façon de se découvrir et ça crée une faille. Ensuite, il faut des navires. Il faut que ces navires soient assurés. Le domaine de l'assurance maritime, ça se compte en centaines de millions. Quel assureur serait capable de dire écoutez, je veux bien faire un pari, prendre quelques risques sur des navires qui peuvent sauter sur une mine. Ensuite, et ça c'est la volonté des Européens, éviter absolument que ce blé parte chez les plus grands spéculateurs. La Chine, c'est le premier exportateur, le premier producteur de blé, et pourtant les Européens, ce sont des diplomates qui me l'ont dit, les Chinois sont prêts à acheter au prix même le plus cher le blé
qui est envoyé par les Russes ou le blé qui sera envoyé par les Ukrainiens. Et à côté, vous avez des pays qui n'ont pas les moyens de faire monter les enchères et qui ont pourtant beaucoup plus besoin du blé que les Chinois qui sont autosuffisants. Donc vous avez toutes ces barrières, tous ces obstacles qui vont être difficiles, mais le premier d'entre eux reste quand même d'obtenir le déblocage par les Russes qui ont participé à une médiation avec de grands guillemets, qui était tenue par les Turcs, une médiation qui avait donc lieu en Turquie avec les responsables d'Ankara, les responsables de Moscou et pas les Ukrainiens. Donc ça partait assez mal. Donc par l'égide des Nations Unies, mais par le Conseil de sécurité à la table duquel les Russes risquent d'apporter leur veto, ça va être compliqué. Donc difficultés politiques et difficultés techniques. Et techniques, mais on parle du blé, des risques humanitaires. Mais est-ce vous êtes arrivé à savoir vers où étaient, et je mets des guillemets, évacuées les populations avec ces soi-disant corridors ou ceux qui sont prisonniers, est-ce qu'ils vont dans des camps? Est-ce que ça, vous êtes arrivé à avoir des informations? On a de fait très peu d'informations sur ce qui passe du côté russe, si je peux dire, du conflit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'accès de ce côté-là, y compris pour les acteurs humanitaires, est très limité. Donc on a peu d'informations sur la réalité de ce que vivent les gens qui sont invités effectivement à quitter leur logement. Donc non, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a toute une série de gens qui restent. Et que ces gens qui restent, ils subissent aujourd'hui également une situation difficile en termes humanitaires, quand bien même ils sont effectivement du côté des zones occupées par les Russes, et que là encore, la question de l'accès à l'aide humanitaire est centrale. Alors, il y a aussi la question de savoir comment, finalement, Vladimir Poutine regarde tout ça, comment il analyse, comment il réagit face à cette visite des dirigeants européens en Ukraine. Alors, on a peut-être une idée avec ce tweet qui a été publié par son ancien Premier ministre, Dimitri Medvedev. Les amateurs européens de grenouilles, de saucisses et de spaghettis adore visiter Kiev, utilité zéro. Pierre Laurin. Alors grenouille c'est Macron, saucisse Olaf Scholz et spaghetti Mario Draghi. Je pense que c'est bien vu. C'est ça. Et Pierre Laurin, c'est ça. On prend ça avec un peu de mépris. Avec humour. En fait, beaucoup d'humour parce que Medvedev, il fait. C'est l'ancien président de la Russie. Oui, absolument. Aussi, hein. Mais depuis plusieurs semaines, il multiplie ce genre de sorties. Provocation. C'est pas réellement de la provocation. Vous savez, qui ça concerne, honnêtement? Qui ça touche? Le peuple russe. Le peuple russe, il est très content. Il est très content qu'on dépeigne Macron en mangeur de grenouilles. Mais d'un autre côté... Le russe n'a pas accès à Twitter, ceci dit. Mais... Ah si. Ah oui? Si. Ils ont accès à de très nombreux sites. Sinon, Medvedev ne le ferait pas. Il s'adresse à sa population. Il s'adresse essentiellement à sa population. Et puis bon, il a 1 million de followers, le président Medvedev. Ancien président de la Russie, ancien Premier ministre. Et ancien Premier ministre, oui, et peut-être futur président. Oui, parce que depuis 20 ans, en fait, ça alterne, Poutine, Medvedev. Oui, en gros, c'est la même classe politique, un peu comme en France. Enfin, ils ont tripatouillé la Constitution, quand même. Là, ça alterne plus tellement, là. Non, c'est pas comme en France. Non, mais cela a été. Cela a été comme cela pendant un certain temps. Ne vous poutinisez pas, Pierre Laurin. Je n'ai nullement l'intention de me poutiniser. On se charge déjà beaucoup de le faire pour moi. Donc, non. Mais non, ce qui est très clair, c'est que pour les Russes, c'est un non-événement. Les chefs d'État occidentaux se succèdent à Kiev depuis maintenant plus de 3 mois. Est-ce que ça change quelque chose? Non. Je crois que ce qui compte pour le Kremlin, c'est de mener l'offensive du Donbass à terme et de se trouver en bonne position pour pouvoir ensuite négocier. Aller plus loin, je ne pense pas que ce soit leur intention. Donc, parce que c'est déjà suffisamment difficile. Donc, négocier le Donbass, arriver dans une position de force. D'ailleurs, on voit très bien, chaque fois que les Russes avancent, ils se bloquent dans les endroits qu'ils ont conquis et ils se renforcent. C'est-à-dire qu'ils se mettent en position de subir des assauts. Et il faudra à l'armée ukrainienne, pour reconquérir les territoires perdus, à peu près 10 fois plus d'hommes qu'ils n'en ont aujourd'hui. C'est-à-dire que à court ou moyen terme, c'est impossible. À long terme, on verra. Mais à long terme, il y aurait des négociations de paix, etc. Donc, je crois que du côté russe actuellement, il y a une certaine tranquillité, comme disait l'une de nos femmes politiques, une tranquillité des vieilles troupes. On continue de voir, bien sûr, ce qui se passe à Kiev dans un instant. On attend de vivre en direct la
déambulation du chef de l'État français, chef du gouvernement italien, le chancelier Scholz aussi et le président roumain, parce qu'ils sont toujours dans la capitale ukrainienne avant de repartir dans leurs pays respectifs.